C'est illuminé, mais on peut quand même. C'est parti. Allez, la séance peut commencer. Je vous remercie de mettre vos portables en silencieux ou en mode avion. Gênant. Alors, je vous propose, avant de commencer la séance, pour nous faire la peine, de désigner une secrétaire de séance. Madame Angélique Descamps. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie de cette unanimité. Alors, Madame Descamps, vous allez pouvoir faire l'appel uninominal. Merci. Ok. Alors, Servet à Cacro. Corinne André. Lucie Louis devrait arriver. Sandrine Bayon-Arnaud. Présente. Donc Julie Bergès a donné pouvoir à Gérard Brun. Marité Bornex. Présente. Gérard Brun, du coup. Présente. Laurent Charmois. Présent. Angélique Descamps, présente. Sonia Desgrands. Présente. Grégory Florentin. Présent. Alain Guédon. Présent. Suzy Lecléache. Présent. Gaby Lelay. Présent. Véronique Lelay. Présente. Philippe Levesque. Présent. Sabrina Pajot a donné pouvoir à Greg Florentin. Vincent Sado a donné pouvoir à Arnaud Védy. Bruno Schaeffer. Présent. Lucas Tripier, absent. Gilles Trouvé. Présent. Et Arnaud Védy. Ah, pardon. Lucas Tripier a donné pouvoir à Suzy Lecléache. Autant pour moi. C'est juste pour lui. T'as pas fait tout le monde? Si. Ah bon? Qui a fait le tour? Arnaud Védy, j'ai dit en dernier. Non, mais moi je sais. Je croyais que tu avais oublié. Bon, très bien. Donc le quorum est constaté. Et donc nous pouvons valablement délibérer dans cette assemblée. Donc, vous avez reçu l'ordre du jour il y a quelques jours. Donc, je vous le soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Vous avez aussi reçu le procès-verbal de la précédente séance. Alors, je vous invite, si vous avez des remarques à faire sur la forme et non sur le fond, bien entendu, nous ne reviendrons pas sur les débats. Est-ce qu'il y a des remarques, des interrogations? Non. Alors, je soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Je vous remercie de cette unanimité. Alors, avant de commencer le premier grand chapitre, quelques petites communications. Une très joyeuse concerne notre jumelage avec Marité Bournex et quelques-uns. Nous avons retrouvé lors d'une réunion non informaelle, vraiment, on va dire, dans le cadre du jumelage, mais nous avons retrouvé nos amis de Boécourt. Et donc, nous allons relancer tout ça sous le haut patronage de Georges Urlacher, notre maire honoraire, qui a bien entendu accepté de faire ce duo binôme avec Marité pour s'occuper du jumelage. Donc, on va pouvoir reprendre les échanges entre Boécourt et Périgny, c'est fait depuis de nombreuses décennies, et qui, même lorsque ça s'est arrêté, on va dire, parce qu'il y a des volontés un peu moins, on va dire, ardentes d'un côté, des Pérignons et des habitants de Boécourt ont continué d'échanger dans le privé, dans le cadre privé. Donc finalement, le lien ne s'est jamais rompu. Et aujourd'hui, avec Thierry Bourcard, le maire de Boécourt, nous sommes repartis pour de plus belle, et je pense que nous aurons de leurs nouvelles très prochainement pour 2024. Alors pour 2024, justement, notez bien que les vœux à la population, je sais que vous le savez, mais je le redis, seront le vendredi 12 janvier à 19h à la salle Mimoun. Nous nous retrouverons tous pour célébrer la nouvelle année. Et dernière chose que je voulais vous dire, ça y est, nous avons reçu toutes les personnes pour le local de l'ancienne pharmacie. Donc maintenant, nous allons pouvoir enfin proposer une activité. Normalement, ça devrait être une épicerie ouverte, mais qui fera plusieurs services, aussi bien pain, fera des pots de pain, ça fera peut-être aussi salon de thé. Enfin, voilà, ce sera quelque chose qui sera attractif et ouvert à tous. Ce sera bien pour notre activité.
l'activité économique, on va dire, de la commune et surtout locale. Alors, j'en ai fini pour mes communications. Je n'ai pas finalement d'autres choses à vous dire. Le premier chapitre de ce soir concerne les finances communales. Alors, le premier point concerne l'adoption du loyer du logement situé, un des logements situés à l'école élémentaire Georges Juret pour l'année 2024. C'est Gabriel Lelay, le rapporteur. Comme chaque année, une révision des loyers suite à l'indice INSEE, trimestre 3. Troisième trimestre. Alors, dans le cadre de la révision annuelle des loyers fixés par la commune de Périgny-sur-Yerres, le montant prévu pour le nouveau loyer pour l'école Georges Juret, appartement numéro 1, est de 466 €. Celui-ci est établi selon les modalités suivantes. Prix du loyer en 2023, plus 3,49% de l'indice INSEE du troisième trimestre, soit 451 € plus 3,49 € égale, soit 466 € arrondi à l'euro inférieur. À cette somme seront ajoutées les charges ainsi que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, TEOM, inhérente au logement. Par conséquent, à la date anniversaire, à savoir en février 2024, le locataire verra son loyer modifié selon les modalités précédemment explicitées. Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. S'il y a des questions. Merci. Merci, monsieur Lelay. Est-ce qu'il y a des questions? Je soumets à votre approbation. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie, c'est unanimité. La délibération numéro 2 porte sur l'adoption du loyer pour le second logement qui est situé toujours à l'école Georges Juret pour l'année 2024. C'est toujours Gabriel Lelay qui rapporte. Toujours dans le cadre de la révision annuelle du loyer, c'est de la commune de Périgny, le montant prévu du loyer pour le logement situé au 2 rue Saint-Leu, à l'école Georges Juret, est de 436 €. Celui-ci est établi selon les modalités suivantes. Prix du loyer en 2023 plus 3,49%, soit 422 € plus 3,49%, soit 436 € arrondi à l'euro inférieur. À cette somme seront ajoutées les charges ainsi que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, TEOM, inhérente au logement. Par conséquent, à la date anniversaire, à savoir en septembre 2024, le signe du bail en septembre, le locataire verra son loyer modifié selon les modalités précédemment explicitées. Je vous remercie de bien en délibérer. Merci, monsieur Lelay. Est-ce qu'il y a des questions? Je soumets donc à votre approbation. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie, c'est unanimité. Maintenant, le troisième rapport concerne l'adoption du loyer, cette fois-ci situé aux 6 places du Général de Gaulle pour l'année 2024. C'est le presbytère. Voilà, ce loyer est établi selon les modalités suivantes. Prix du loyer en 2023 plus 3,49%, soit 416 € plus 3,49%, soit 430 € arrondi à l'euro inférieur. À cette somme seront ajoutées les charges ainsi que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, TEOM, inhérente au logement. Par conséquent, à la date anniversaire, en octobre 2024, le locataire verra son loyer modifié selon les modalités précédemment explicitées. Je vous remercie de bien délibérer. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des interventions? Je soumets à votre approbation. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie de cette unanimité. Cette fois-ci, la délibération porte sur l'adoption du loyer du cabinet médical pour l'année 2024. Là, les modalités sont un petit peu différentes. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du 23 janvier 2006 relative à l'établissement d'un bail entre la commune de Périgny et le locataire, la société civile de moyens, cabinet médical de Périgny, vu l'avenant bail signé en décembre 2022,
considérant qu'il y a lieu de procéder à la révision du loyer du local commercial, selon l'indice INSEE, troisième trimestre 2023. Vu l'avis de la Commission des finances et affaires économiques qui s'est réunie le 8 décembre 2023, sur le rapport, décide de porter ou de ne pas porter le loyer mensuel du local propriété de la commune à la somme de 1 238 € à compter de la date d'anniversaire du bail, soit le 1er avril 2024. 19h, pour rentrer en séance de la La SCI, le locataire, s'acquitte de la taxe d'aménagement inhérente au logement. La recette sur l'inscrite au budget primitif de l'exercice 2024, chapitre 75. Ça peut transmission à la retraite au contrat public de locataire. Délibération. Loyer 1238 €. Très bien, merci Monsieur Lelay. Est-ce qu'il y a des questions? Je soumets à votre approbation. Est-ce qu'il y a des abstentions, pardon, le mot. Les oppositions? Je vous remercie de cette unanimité. Maintenant, dernier loyer pour la place Boécourt, cette fois-ci. Donc, l'ancienne pharmacie. On n'a pas encore de locataire. Voilà, on n'a pas encore de locataire. On trouvé. Mais on fait peut-être en chantier. Voilà, il faut prévoir. Et puis il y aura un bail à faire signer les nouveaux locataires. C'est ça. Donc, du coup, avec un loyer que nous aurons fixé aujourd'hui. Voilà. Adoption du loyer du local situé place de Bécourt pour l'année 2024. Considérant qu'il y a lieu d'établir un loyer du local commercial, considérant qu'il y a lieu de procéder à la révision du loyer du local commercial sur l'indice du troisième trimestre 2023, vu l'avis de la Commission des finances qui s'est réunie le 10 décembre 2023, sur la proposition de M. Lelay, après en avoir délibéré, décide de porter le loyer mensuel du local commercial, propriété de la commune, à 865 € à la date anniversaire du bail, soit le 1er décembre 2024. Le futur locataire s'acquittera de la taxe d'ordure ménagère inhérente au logement. La recette sera inscrite au budget public de l'exercice 2024, chapitre 75. Si on a un locataire au mois de juin, on ne mettra peut-être pas grand-chose au mois de janvier au budget. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Alors, je soumets à votre approbation. Est-ce qu'il y a des abstentions? Et contre? Je vous remercie de cette unanimité. Alors, maintenant, les loyers sont passés. La délibération 6 concerne la décision relative à l'autorisation des dépenses d'investissement jusqu'à l'adoption du budget primitif 2024. Et c'est M. Lelay qui rapporte. Comme chaque année, il nous faut délibérer pour pouvoir dépenser sur le premier trimestre 2024, éventuellement des dépenses qu'on n'aurait pas encore budgétées, du fait qu'on va voter le budget en mars ou avril. Voilà. Donc, compte tenu de la nécessité d'assurer une continuité des projets en cours portés par la municipalité, ayant un impact sur le budget d'investissement, un certain nombre de lois régissant l'utilisation des budgets des administrations territoriales précisent les modalités d'usage de la section d'investissement. Il est donc question d'autoriser M. le maire ou son représentant à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement jusqu'à l'adoption du budget primitif 2024. Il convient de préciser que les dépenses d'investissement ainsi réalisées ne pourront excéder le quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, y compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Donc, il ne faudra pas qu'on dépense plus de 541 607,62 € dans le premier trimestre. Je pense que les dépenses principales, ça peut être le solde du colombier à l'investissement sur l'ouvrage. Voilà, je vous remercie. Merci, M. Lelay. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention?
c'est ce qu'on fait tous les ans, comme toutes les autres collectivités. Donc je soumets à votre approbation. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie, c'est unanimité. Délibération 7 qui concerne la décision modificative relative à l'équilibre des chapitres au sein de la section d'investissement. C'est M. Lelay qui rapporte. Et sa soirée. Sur quelques postes, nous avons dépensé un peu plus que budgété. Très modestement. Oui, un équilibre de pas grand-chose. Voilà. Pour rappel, le budget primitif de l'année 2023 a été adopté par délibération du 21 mars 2023. En effet, les prévisions inscrites au budget primitif peuvent être modifiées en cours d'exercice par l'Assemblée délibérante qui vote des décisions modificatives. Il est à noter que les décisions modificatives répondent aux mêmes règles d'équilibre et de sincérité que le budget primitif. Dans le cas de l'exercice budgétaire 2023, il est nécessaire de procéder à un certain nombre de modifications du fait d'erreurs d'application ou de solde de compte insuffisant sur la section investissement. En l'occurrence, pour éviter d'avoir des chapitres en négatif, les opérations efficientes doivent être équilibrées par les opérations en surplus budgétaire. Au budget, nous avons mis des dépenses imprévues justement pour pallier à ces erreurs éventuelles ou ces dépassements. Par conséquent, les imputations explicitées dans la délibération feront l'objet d'une décision modificative afin d'être ajustées. Alors, nous avons 4 opérations d'investissement qui sont modifiées. Une opération comptable qui s'appelle numéro 117, relative au local associatif. L'associatif, c'est le plan François Richard. On a un dépassement de 2396,40. On a fait quelques petits travaux supplémentaires et 2396,40. Ensuite, il y a l'opération à la place Boycourt, la pharmacie. Là, c'était 1690 € pour le déplacement. C'était un rebouchage des fissures sur la pharmacie, plus l'installation de nouvelles gouttières. Donc, c'était pas budgété, c'était pas prévu. La fissure, on peut toujours le prévoir. 1690 €. Ensuite, l'opération 142 relative à l'école maternelle. Là, c'était le plus important, 10,004 20 centimes. Alors là, c'est l'école maternelle. Il y a eu une nouvelle année piétonne qui a été réalisée pour les enfants, qui était de l'ordre de 1 000 €, et des caniveaux, des seuils de porte qui ont dépassé un peu les 2 000 €. Voilà. Tout était bien budgété, sauf ces deux opérations-là qui n'étaient pas prévues au départ. Ce qui nous amène à 10 004. Et la dernière opération, c'est la 250. L'opération 250. C'est la reprise des concessions sur le cimetière. Donc 6 600 € pour le date, mais il n'a pas été budgété. Parce que M. Lelay a la bonne information, mais nous, sur les délibérations, nous avons l'école maternelle. Donc, c'est pas l'école maternelle. Il faudra modifier. On n'a pas de ligne école maternelle, nous en avons. Non, il n'y en a qu'une, et la dernière opération 250, c'est relatif au cimetière. C'est ce que vient de nous dire M. Gagny. Monsieur Lelay. Je suis bien. Donc, voilà. Donc là, on va modifier, on la prendra avec cimetière. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Merci, monsieur Lelay. Ah, je crois que tu avais une question. Très bien, alors je soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, 7e délibération, huitième délibération, concerne là le vote du budget de la section d'investissement par opération pour l'année 2023. C'est M. Lelay qui va nous expliquer de quoi il s'agit.
Effectivement, l'opération de mutation, on notait normalement par opération ou par chapitre. Et maintenant, avec l'ATP, on s'est entendu qu'il demande de passer par chapitre. Je vais dire ça. Suite au regroupement de la trésorerie de Boissy-Saint-Léger vers la trésorerie principale de Créteil, à Boissy-Saint-Léger, il reste 2 ou 3 personnes, c'est tout. Donc, il faut s'adresser à Créteil maintenant. La délibération sur le budget primitif a fait l'objet d'une alerte. Effectivement, celle-ci ne faisait pas mention du principe du vote du budget par opération de la section d'investissement. Ça avait été précisé, par opération. Voilà. C'est administratif. Alors, il s'agit d'une pratique qui a toujours eu sa place au sein de la collectivité, dans son fonctionnement, afin d'identifier les différents cibles de dépenses. Crèche, école, mairie. Dans le but de valider ce principe, la trésorerie demande à la collectivité de préciser que le vote de la section d'investissement s'effectue par opération. Et ça se fera sur 2024 par opération. Voilà. Simplement pour leur dire qu'on faisait que nous actions ce principe, et que nous l'avions fait jusque maintenant. S'il y a des demandes de parole, donc je soumets à votre vote. Il y a des abstentions. Les votes contre. Je vous remercie de cette unanimité et nous fermons le chapitre finances communales pour ce soir et nous ouvrons celui des affaires générales avec la 9e délibération, là qui concerne, comme tous les ans, maintenant vous le savez, c'est le rapport social unique qui se fait donc avec le CIG, le Centre intercommunal de gestion qui se trouve à Pantin, dans lequel je suis représentant, puisque pour les communes de moins de 50 agents, les représentants sont 2 communes. Enfin, il y a deux communes qui pourraient y aller, c'est nous, Marne-la-Coquette. Il s'avère que c'est toujours été Périgny qui y est allé. Donc, pourtant, c'est pas facile, je peux vous dire, je pars le matin très tôt et je mets 1h30, 2 heures en voiture pour y arriver. Donc, c'est une obligation que nous avons à faire tous les ans maintenant. Et ce rapport, il s'articule autour de différentes thématiques. Alors, c'est surtout sociologique, c'est pour nos agents, voir l'emploi, le recrutement, tout ce qui est le parcours professionnel aussi. Alors là, je parle en interne de la collectivité, simplement la commune. Et en même temps, les formations qu'ils font. Bien entendu, on voit aussi les rémunérations. Après, bien sûr, tout ce qui est sur la santé et la sécurité dans l'emploi, donc dans la pratique, tout ce qui sont les risques socio-professionnels. Et après, il y a aussi tout ce qui va avec l'organisation du travail, donc la façon tout simplement d'améliorer aussi leurs conditions et leur qualité de vie au travail. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui sous la houlette de notre directrice générale des services qui est derrière moi, je vous vois grâce à l'écran, qui a activé aussi des ateliers avec les agents et le service ressources. Ils font un très bon travail. D'ailleurs, il faut les en féliciter parce que, bien sûr, c'est dans le dialogue social, mais c'est aussi la protection de nos agents qui permet, lorsqu'ils sont en bonne santé dans leur travail, qu'une commune puisse bien tourner. Simplement. Alors, dans ce rapport, vous avez des indicateurs, on va dire, principaux. Et alors, c'est celui de 2022, parce que celui de 2023 se termine là. Donc, on n'a pas tous les retours. Donc, vous avez par exemple le nombre de titulaires, qui sont au nombre de 28 aujourd'hui. Vous avez 6 contractuels en emploi permanent. Et après, les vacataires sur l'année. Bon, ça, vous savez dans quel service ils se situent. C'est plus chez Marité pour le coup. C'est impacté directement dans ses compétences. Là, c'est sur l'enfance jeunesse qu'on a le plus de toute façon de nos personnels communaux. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que 93% de nos agents sont des catégories C. 4% de catégorie B et 2%. Ah, bon, il n'y en a qu'une. Elle est derrière moi. Alors, ce qui est intéressant, là c'est ce que je disais, Marité, 63%, allez, 64%, c'est 63,83% des agents qui ont été recrutés sont au sein du service enfance-jeunesse. Donc c'est pour dire la proportion importante
que notre politique en force jeunesse doit conduire. Et alors là, fait extraordinaire à Périgny-sur-Yerres, qui n'est pas dans toutes les communes de France, c'est que 68% des agents sont des femmes. Nous avons une majorité de femmes au sein des agents communaux. C'est quand même... messieurs, tenons-nous bien. C'est pour ça qu'on n'a plus rien à dire. Pardon? Non, c'est une bêtise. Grosso modo, nous, il faudrait faire un plan égalité Alors, homme-femme. Et pour vous dire, ça a diminué depuis que nous sommes élus, puisque, rappelez-vous, des agents nous ont quittés, c'était des femmes, et elles ont été remplacées par des hommes. Donc dans 2 services d'ailleurs, au pôle ressources et au pôle enfance jeunesse. Donc c'est pour vous dire, le taux était encore plus important avant, dans le précédent mandat. Et dans les agents permanents, vous avez 54%, et là qui ont entre 30 et 49 ans. C'est quand même des agents très jeunes, on va dire, dans la moyenne. Alors là, gloire à eux, gloire à nos agents, le taux d'absentéisme est seulement de 3,78% pour l'ensemble des agents permanents. Et bien sûr, les charges, alors là pour vous dire ce que ça nous coûte sur la commune, là c'est la commission finance qui est intéressée, mais ils le savent déjà, les charges de personnel qui représentent 44%, 44,6% de notre budget des dépenses de fonctionnement, soit 1 496 411,85 centimes. Voilà pour ce que je pouvais vous dire ce soir des points essentiels de ce rapport, qui sera donc présenté au CIG en janvier, c'est ça, fin janvier ou début février, et donc ils nous donneront leur avis sur ce rapport, et à partir de là, nous reviendrons pour une seconde délibération en juin pour connaître leur avis et puis le valider, bien entendu. Normalement, les choses sont bien faites avec eux. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur... Il y a une chose qui m'embête dans ces délibérations, là, c'est parce que c'est marqué de prendre acte du rapport social unique. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Et sur ce qui est marqué, c'est les indicateurs principaux, mais on n'a pas la donnée complète. Parce qu'on ne l'a pas encore. Parce que le rapport ne sera Alors, c'est pour le ça rapport est fait par le CIG qui le passera, ouais, et nous on l'aura au mois de juin. C'est pour ça que je reviens sur la formulation. Comme quoi, finalement, on acte. Alors, soit on acte effectivement sur les principes. Le principe voilà, lance le rapport, d'accord. D'accord. Et en question, puisque c'est monsieur le maire qui siège effectivement non mais dans cette commission paritaire, c'est toi qui siège dans cette commission paritaire, on a les parties, là on a le RSU, est-ce qu'on devra délibérer aussi sur le RSSCT et le RPS? Je vais préciser un peu parce que le RPS, etc., c'est un rapport annuel sur la santé, la sécurité et les conditions de travail. Et RPS, c'est le bilan annuel sur les risques psychosociaux qui sont préétablis, avec les indicateurs. Donc c'est juste pour savoir effectivement, c'est soit on vote effectivement ou on délibérera effectivement l'acte en juin. En fait, tout est regroupé dans le RSU. Mais ils sortent le 2022 en 2023. Parce que 2023 n'est pas fini. Non, c'est dommage, ils auraient dû commencer par Périgny. Oui, mais bon, c'est comme ça. Là, c'est pas moi qui choisis les choses. Non, c'est juste. Pour le coup, pour ces 2 rapports, en fait, nous, moins de 3500 habitants, on n'est pas dans l'obligation de les faire, et nous sommes seulement dans l'obligation de faire le RSU, qui regroupe quand même tous les risques, etc. Enfin, on les retrouve, les données. Ça se recoupe sur l'ensemble, ça se recoupe. Mais c'est vrai que déjà rien que le RSU, dans ses composantes telles qu'elles sont faites, elles donnent énormément d'informations. Presque la température globale par catégorie, puisqu'on a les accidents de travail, on a effectivement les reclassements. Il y a énormément de choses. C'est pour ça que je me disais, mais s'il sort plus tard, effectivement, voilà. Mais juste sur la forme, donc ça. En petit complément, là, on est sur la discussion, le débat de la délibération. Il faut savoir que la fameuse prime, vous savez, il y a une prime alors vous avez 2 primes qui sont arrivées par le gouvernement. Il y en a une qui concerne tout simplement les agents qui n'ont pas eu justement d'augmentation depuis, je crois, c'est 2018, c'est ça, ou d'avancement de grade, etc. Et donc, on s'est dit, on va essayer de voir si pour Périgny, on peut le faire. Et finalement, on
s'est rendu compte qu'aucun agent n'est éligible puisqu'on a réussi à tous leur faire un avancement ou des augmentations. Donc là, c'était sur la garantie individuelle du pouvoir d'achat. C'est ça, voilà. Par contre, on rediscutera dans quelques temps sur l'autre prime. Sur l'autre prime, celle inflation, c'est ça? Ouais. Bon, c'est une prime qui est. Ils ont encore la fonction hospitalière, la fonction de l'État l'ont figée effectivement avec des montants. Enfin, c'est très carré. Elle est exceptionnelle. Et territoriale, c'est au bon vouloir. Voilà. Oui, c'est si les communes le veulent bien. Donc on en rediscutera entre nous lors d'une préparation. Mais voilà, en gros, ce que je pouvais vous dire. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Non. Alors je soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, la prochaine délibération concerne l'approbation. Je vous demande d'approuver les conventions de prêt à l'usage d'équipements et de véhicules à moteur, bien sûr, qui sont destinés à la commune de Périgny que nous avons avec GPSEA. Vous savez, c'est cette fameuse convention que nous avons passée depuis 2016 sur le fonds de solidarité aux communes. Donc, cette petite enveloppe que les communes de moins de 12 000 habitants ont chacune pour tout simplement nous aider dans des investissements. Alors, ça peut aller du réfrigérateur, ça peut aller qu'est-ce qu'on a fait dernièrement, du matériel pour les services techniques. Quand nous avons renouvelé la flotte de véhicules en les mettant en véhicules électriques, voilà, tout ça passe là-dedans. Et ce qui n'impacte pas notre budget municipal, mais impacte cette petite enveloppe qui est raccrochée à GPSEA, mais qui est, comme j'aime le rappeler, est notre argent, puisque le territoire fonctionne grâce aux dotations des communes. Donc c'est aussi un retour sur investissement, entre guillemets. Donc vous avez là ces commandes, vous savez, elles sont faites par un organisme extérieur. Là, je ne le cite pas pour ne pas faire publicité. Et donc, comment? C'est le seul. Oui, voilà, c'est le seul, mais bon, quand même. Et je pense que vous avez tous vu la longue liste exhaustive de ce que nous avions recommandé depuis plusieurs. Alors, voilà, c'est aussi tout ce qui est bureau. Je me souviens, une fois on avait changé, c'était pas le lave-vaisselle du périclub. Enfin voilà, mais on fait rentrer plein de choses là-dedans, tout ce qu'on peut, des petits investissements pour éviter d'impacter fortement la commune. Il faut le dépenser parce que à la fin du mandat 2026, si l'argent n'est pas dépensé, il retournerait dans le budget général de GPSEA et là ça devient autre chose. Donc, c'est quand même quelques deniers qui nous appartiennent entre guillemets pour nous aider. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Bon, je crois qu'on est tous d'accord pour qu'on puisse reprendre notre argent. Alors, je vous propose donc de délibérer. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie de cette unanimité. Alors, se clôt le chapitre sur les affaires générales. Maintenant, nous allons ouvrir celui sur les solidarités. Je vais tourner un peu et c'est Corinne André, parce qu'il faut que les gens. Corinne André qui va nous présenter. Donc, vous m'autorisiez à signer les conventions bilatérales pour définir les règles de passage en flux de réservation de logements sociaux avec les bailleurs sociaux. 3F et Valoffice. Donc là, c'est les bailleurs qu'on a déjà sur la commune, sur les logements qui existent déjà. Oh là là. C'est la propre. C'est bon, tu es dans le cadre. Voilà. Pour expliquer un petit peu de quoi il s'agit, en fait, au cours de la rédaction de la mixité sociale dont on a déjà parlé, on a été amené à travailler sur la gestion de notre contingent communal. Donc, pour rappel, la commune dispose de 98 logements sociaux, gérés par 2 bailleurs, Valoffice et I3F. La loi nous demande à partir du 1er janvier 2024 de remplacer la gestion en stock de ces logements par une gestion en flux. Avec le passage de gestion en flux, le bailleur orientera les logements libérés vers chaque réservataire. Actuellement, vous avez dû voir dans les documents qui étaient notamment produits par la DRIL, la gestion en stock consiste en fait
à ce que le réservataire, c'est-à-dire par exemple la mairie ou la préfecture, propose un candidat au bailleur qui lui-même attribue le logement. Et donc c'est le bailleur qui contacte le candidat. Avec la gestion en flux, le principe c'est que le réservataire, le bailleur oriente le logement vers les réservataires en fonction du flux défini. Je vais vous expliquer comment se définit le flux. Et du coup, ce sont les réservataires qui désignent directement les candidats. Ça permet d'avoir la main plus libre en fait, pour les attributions de logement. Alors, pour rappel, les objectifs de la gestion en flux sont d'apporter plus de souplesse et de fluidité dans la gestion du parc social, pour notamment optimiser l'allocation des logements disponibles, faciliter la mobilité résidentielle, favoriser la mixité sociale. Voilà. Alors, pour revenir sur le flux annuel des logements, il s'exprime en pourcentage. Et la formule utilisée pour calculer ce flux annuel est basée sur le taux de rotation, c'est-à-dire le nombre de logements qui sont destinés à leur relocation et qui sont libérés sur une année en fonction du nombre total de logements en exploitation. Donc ce taux a été évalué sur 5 ans. On a rencontré un de nos bailleurs sociaux I3F qui nous a expliqué que sur 5 ans, ils avaient observé un taux de rotation de 5,8%. C'est-à-dire que quand les gens ont un logement social sur Périgny, ils le gardent. Ils sont contents, ils se plaisent et il y a très peu de mouvement. Voilà, et ce taux peut varier d'une année à l'autre et influer sur le nombre de logements attribués. Donc pour cette année, je donne l'exemple de I3F puisque nous n'avons pas encore rencontré Valoffice et nous n'avons pas encore ce taux. I3F donc, a calculé ce taux à 5,8%. Sur les 45 logements qu'il possède sur notre commune, et ce qui revient à dire 3 logements à attribuer. Sachant que sur ces 3 logements, il y en a un qui sera attribué par la préfecture, qui correspond à l'État, un logement sera pour la commune, et le 3e logement pour l'action logement. Voilà, donc pour une année, nous avons avec I3F la possibilité d'attribuer un candidat sur nous-mêmes, en fait, sur un logement. Voilà, et ça peut évoluer, après s'il y a plus de rotation, plus de mouvement, ça peut changer. Donc cette convention est assignée donc, avec chacun des bailleurs sociaux avant le 31 décembre 2023. Alors, chaque année, le bailleur adressera de façon simultanée à l'ensemble des réservataires l'information concernant la localisation, le nombre, la typologie des logements en fonction des conventions conclues. Ce qui sera plus intéressant que maintenant où on n'a pas toujours la visibilité de ce qui se passe au moment de changement de... Voilà, on devrait avoir un suivi plus efficace. Ces conventions donc en flux sont conclues pour une durée de 3 ans. Voilà. Cependant, le travail de recensement des droits de réservation dont bénéficient les communes et leur réservation en droit unique n'ayant pas encore abouti pour l'ensemble des bailleurs, comme je vous disais pour Valoffice notamment, que nous n'avons pas encore rencontré, il est proposé de délibérer sur le principe d'une signature des conventions et autres documents relatifs aux droits de réservation. Et je vous remercie de bien vouloir en délibérer. Merci Madame André. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur ce sujet? Il faut savoir qu'en fait, c'est suite à la loi qui a été promulguée, donc dans un sens, je rappelle à la mémoire publique, puis des élus, mais je sais que vous ne l'avez pas oublié, que jusqu'à aujourd'hui, nous ne pouvions plus attribuer les logements sociaux, puisque nous sommes une commune carencée en logements sociaux. Et la loi, qui a été promulguée très récemment, nous permet justement de les réattribuer. Donc, nous pouvons dire que nous récupérons par cette convention le droit d'attribution. Alors certes, ce n'est pas tous les logements sociaux de la ville, comme ça se peut-être par le passé, mais c'est déjà une proportion, donc c'est une avancée. Je pense aussi d'une réflexion qui est en train de se faire par nos gouvernants sur la révision de la loi SRU. Espérons que ça aille dans le bon sens. En tout cas, c'est un premier pas. Il serait temps. Ouais, il serait temps, au bout de tant d'années. Voilà.
Donc, alors bon, c'est sûr que le taux est faible, comme on a très peu de rotation sur la commune. Et, ça fait un logement alors. Et encore, estimé. à condition qu'il y ait un logement, d'accord. Par exemple, cette année, il y en a eu un seulement de logement de vacances sur toute la commune. Donc c'était Paris 3F qu'on avait. Et là, Ça sera pour nous. oui, Voilà. c'est ça. Si on a un sur les Alors, trois, C'est pour- ça. pour nous. Voilà, le plus C'est souvent. nous qui devons attribuer. Mais si on a un l'année d'après. Ah bah si. C'est un par an. C'est Et un c'est par pour an, nous. un par an pour nous, un C'est par nous. an pour Pour l'État, nous, un par an, voilà. Et Voilà. donc, après, en fonction, on va dire, des bons dossiers. Et puis nous, on a quand même quelques dossiers qui attendent. Là, on a, je sais que sur 2 logements, on a 3 dossiers qui sont présentés. Donc, il y a quand même des gens qui ont besoin et qui veulent venir vivre à Péligny parce qu'ils connaissent la commune par la famille, parce que c'est du rapprochement familial, etc. Ou ce sont nos jeunes qui veulent rester, parce que c'est ça aussi, hein, c'est la vérité. Hein. Et puis après, il y a aussi nos anciens qui ont des grandes maisons, qui voudraient rester, et là, sauf que comme ils sont propriétaires, ils ne peuvent pas, donc du coup, ils partent aussi dans d'autres lieux. Après, c'est plus des anciens qui sont en difficulté, etc. Et après, personne handicapée, qui rentrent dans le logement social finalement. Hein. Après, bon, nous, on n'a pas beaucoup de galop dans nos candidatures. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Non? Alors je soumets à vos approbations. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Madame André, maintenant nous passons au dernier chapitre et il n'y a qu'une délibération qui concerne cette fois-ci le débat relatif aux orientations générales du PADD que l'on appelle projet d'aménagement et de développement durable, et là qui se fait au sein du territoire GPSEA, et donc les 16 communes du territoire sont appelées à délibérer sur le débat. Donc, le cher Corinne nous a préparé le poids pour nos oreilles sur le sujet. Donc, le projet d'aménagement et de développement durable, PADD, est un des éléments constitutifs du PLUI. Il définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques et des orientations générales concernant l'habitat, les transports, les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs contenus pour l'ensemble de GPSEA, et notre territoire et ses communes membres. Pour rappel, les objectifs poursuivis pour l'élaboration du PLUI sont d'améliorer le cadre de vie, d'intensifier l'identité paysagère, d'améliorer l'attractivité du territoire, vivre et travailler sur le territoire, conforter l'identité nourricière du territoire. Le projet d'aménagement, le PADD, se structure autour de trois axes majeurs suivants. Une terre de ressources naturelles et agricoles, une terre d'avenir et une terre solidaire. Les éléments de diagnostic et les enjeux du projet PADD ont été présentés conformément à la méthode collective que le territoire adopte systématiquement dans l'élaboration de l'ensemble de ces documents cadres. Donc, le projet PADD du PLUI a été instruit avec les communes. Il y a eu 2 réunions publiques qui se sont tenues les 14 juin et 29 septembre 2023. Les axes du projet d'aménagement et développement durable sont en adéquation avec les objectifs poursuivis pour l'élaboration du PLUI. Un débat a eu lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du PADD et les orientations du PADD sont partagées par la ville. En conséquence, il vous est demandé, mesdames, messieurs, de bien vouloir prendre acte du débat sur les orientations générales du PADD, du plan le plan local d'urbanisme intercommunal de Grand Paris Sud-Est Alpes. Merci Madame André. Bonne présentation. Bon, c'est rassurant puisque nos
ce que nous retrouvions dans notre programme de 2019-2020 concernant justement l'identité périnienne de cette terre paysanne avec le plateau, donc la terre d'agriculteurs, et puis le village ancien et les zones naturelles protégées. Tout ceci, bien sous-entendu, rentre justement dans ce PADD. Le PLUI, lui, sera plus large sur l'urbanisme. Donc ce sera plus en fait sur ce qui est en charge, on va dire, plus qui est de la construction, voilà, en charge de ça. Donc pour le coup, je veux dire, bon, je ne sais pas si vous êtes venu au débat, enfin je vous aurais vu, en fait, j'en ai vu. Et bon, ça s'est bien passé, je trouve. Il y a eu de bonnes propositions de part et d'autre. Et pour le coup, avec les maires du plateau Briard, nous sommes tous unis. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup à s'unir, j'ai envie de dire, c'est que nous sommes tous d'une même voix pour défendre le plateau Briard. Quand je dis plateau, hein, tout simplement pour qu'on n'ait pas cette densification massive que veut nous faire l'État, qu'on entend partout à chaque fois. Et là, que ce soit, chaque fois j'en redis, j'ai l'impression, mais là, par le territoire avec le PADD, et qui est un élément qui va aller sur le PLUI, ils actent bien justement ce principe de plateau nourricier, et c'est ce qui est déjà fait au niveau de la région Île-de-France avec le SDRIF, et puis à la métropole du Grand Paris avec le SCOP métropolitain. Donc pour l'instant, toutes les strates qui doivent nous protéger, qui auraient pu dire finalement non, le plateau Briard va être une grande zone, on va construire plein de logements. Mais non, ils vont dans notre sens, et ils protègent justement le territoire du plateau Briard et Périgny plus spécifiquement. Donc pour l'instant, on n'a pas ce temps. Donc beau travail, Corinne, avec les équipes. Voilà. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention, des questions? Non. Lucie? Non. Bon, très bien. Alors je soumets un autre vote. Ah oui, bon alors allez. J'ai suivi avec attention, j'espère avoir noté les principaux thèmes, j'en suis pas convaincue. On n'entend pas. Si on résume, voilà. Donc en fait, le PADD protège le plateau Briard, voilà, pour faire une synthèse. Pour faire le résumé. Voilà, de par sa fonction nourricière, c'est un des éléments qui permet de protéger. Et alors, le reste, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui protège aussi Périgny? Tout ce qui est Périgny et le plateau Briard, mais vous avez dit que Périgny, on s'y intéressait particulièrement. Dans quel sens? évident, mais c'est ce que je vous ai dit. Ce qui était dans notre programme, c'est tout ce qui est l'identité de notre village, l'identité du village ancien, donc avec la zone monument historique dans tout ce rôle patrimonial, les bordelières avec la zone naturelle, donc c'est toute l'identité paysagère, et en fait cet équilibrage que vous avez entre ces trois parties du village. Mais en même temps, c'est ce qui s'inscrit dans le plateau Briard. Et nous sommes plus actés, si vous voulez, pour le territoire GPSEA, sur le plateau nourricier, puisque, je le rappelle, 60% du territoire de la commune sont des terres agricoles. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Enfin, il suffit de prendre la carte de Périgny, vous voyez, hein, tout en haut, la compliqué, ce ne sont que des champs. Vous arrivez ensuite à la zone urbaine, donc qui est le village que nous connaissons aujourd'hui. Et après, vous avez les bordelières, où là, vous avez la zone naturelle, ce qu'on est en train de faire en remembrement avec Corinne depuis 3 ans, pour que tout simplement après on puisse vraiment acter et protéger encore plus cette zone naturelle. Et qu'est-ce que vous envisagez pour la protection historique de Périgny? Pardon? Qu'est-ce que vous envisagez pour la protection historique du village ça, de Périgny? Ça, c'est dans le débat, c'est ce que je vous ai dit, voilà. Dans le débat du PLUI, donc qui est en cours. Parce que tout ce qui est urbanisme, là, rentrera dans le cadre du PLUI. Là, c'est plus sur l'aménagement paysager, entre guillemets. Le plan, celui-ci, là, est-ce qu'il est soumis, comme le PLUI, lui, il est soumis au contrôle d'égalité de l'État, donc il passe une vérification, mais c'est à post-délibération, il
il sera envoyé pour vérification. Mais est-ce que le PADD aussi est soumis à la... Tout à fait. Là, en fait, comme vous a dit Corinne, il a été soumis à enquête publique. Il y en a eu une en juin. Juin et septembre, il y avait eu des réunions publiques pour l'enquête publique. Et donc, bon, je crois que tout le monde était d'accord. Alors après, c'est sûr, vous n'avez pas les mêmes enjeux sur le plateau Briard, parce qu'en gros, vous avez 3 zones dans le Grand Paris Sud-Est à Mire. Vous avez la terre de ressources naturelles et agricoles que nous sommes, le plateau nourricier. Vous avez ce que vous a dit Corinne, la terre d'avenir, entre guillemets, c'est la transition, les innovations, donc ce que vous avez plutôt au niveau de Chenevière, Ormesson, Oiseau, la Queue-en-Brie, qui va jusqu'à Boissy, Limeil, etc. Et après, vous arrivez dans cette terre solidaire qui est plus là dans la vallée, finalement, et là c'est vivante et animée, ultra vivante et ultra animée, on pourrait dire. C'est Créteil, Bonneuil, Alfortville, enfin, voilà, c'est la grosse ville. Pour nous, Petit Raz des Champs. Et le Petit Raz des Champs, il a des chances de subsister ou pas? Pardon? Est-ce que le Petit Raz des Champs a des chances de subsister? Bien sûr, puisque là, ce que je viens de dire, c'est que un des axes, c'est de nous protéger, justement. Donc on va subsister. Au moins. Et donc une fois que ce sera acté, c'est pas tout de suite, parce qu'il faut que ce soit voté par les 15 autres communes après nous, et aussi le territoire, et une fois que tout ça est acté, comme disait Gilles, ça passe au contrôle de légalité, donc ça revient 2 mois plus tard. Donc, et après, seulement, ça lancera vraiment les bases pour le plan local d'urbanisme intercommunal. Et là, on est parti pour plusieurs mois, voire années, puisqu'on sera un an et demi d'enquête publique, de réunions. On a déjà commencé un peu à travailler dessus avec Corinne et les services du territoire. Comme dans le PADD, c'est-à-dire qu'ils ont déjà bien concentré ce qui concernera le PLUI, c'est-à-dire que les zones qui sont déjà urbanisées et le contour qui va gérer le PLUI sera déjà prédéfini. Si vous voulez, les 3 secteurs que nous définissons aujourd'hui dans le PADD, c'est les 3 secteurs qu'on va retrouver dans le PLUI. On va pas se mentir. Hein. Voilà, je veux dire, là, entre guillemets, chacun a défendu son bout de gras et tout le monde est arrivé à une entente où on fait finalement des secteurs d'intérêt à chaque fois et ce qui va fonctionner, ce qui fonctionne. On la voit, elle y est la route du développement durable. Elle y est, oui, normalement ça ils le savent. Ils ont les emprises en tout cas. Ça leur fait vite. L'Arlésienne. Vivra bien. Non, mais elle y est, en tout cas, elle est inscrite, ils le savent. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Alors, je soumets à votre approbation. Enfin, non, c'est un bon acte, je crois, pour le débat. Mais du coup, on vote quand même la petite date. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie de cette unanimité. Bien, l'ordre du jour étant épuisé, nous pouvons lever la séance et il est 8h09. On était vite ce soir. Je vous remercie. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve le 12 janvier pour lever à la population. Petite information. Information financière. Nous avions signé un an